Oui, alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que je trouve très, très important et qui est évidemment, qui nous vient évidemment à l'esprit à chaque fois qu'on entend, qu'on écoute des reportages de reporters de terrain. Je dis bien de terrain et non pas des gens qui discutent sur les plateaux, mais des reporters de terrain qui qui font leurs commentaires en Ukraine ou au Moyen-Orient. Alors, nous voyons tous les jours, ou presque, avec la guerre en Ukraine, ou avec les guerres contre les Palestiniens, des reportages très engagés, évidemment. Alors, peut-on être objectif quand on vit au jour le jour des drames qui, évidemment, nous affectent également, puisqu'on risque sa peau avec les gens que nous suivons? Est-ce qu'on peut être objectif? Est-ce qu'on peut être objectif alors qu'on ne peut pas aller de l'autre côté témoigner? Non, évidemment non. Dans la guerre d'Ukraine, par exemple, on ne peut pas aller de l'autre côté sans être immédiatement rayé des cadres, si je puis dire, par l'un ou l'autre côté. Quels sont les reporters qui sont allés des deux côtés? Moi, je n'en vois pas. Si, j'en vois un, c'est Régis Le Sommier, qui est allé d'abord en Ukraine du côté Kiev, et ensuite qui est allé au Donbass, au Donbass du côté des indépendantistes et des Russes. Mais je doute vraiment qu'il puisse maintenant aller retourner faire un reportage du côté de Kiev. Je le doute vraiment. Alors, peut-on être objectif? C'est très difficile. C'est évidemment très difficile. Et pour la guerre contre les Palestiniens et contre le Hamas à Gaza, évidemment, là, personne ne peut aller à Gaza. Personne. Donc, nous n'avons que des témoignages qui, qui ne sont pas objectifs. Alors pourtant, moi, j'ai essayé de rester objectif tout au long des 50 années où j'ai fait ce métier, 50 ans. En effet, j'ai commencé en 1972 à faire ce métier de reporter pendant la guerre du Vietnam. Et j'ai continué à travers les guerres du Liban, à travers les guerres de Bosnie-Herzégovine, à travers les guerres évidemment de Somalie, du Congo, du Moyen-Orient, la première guerre d'Irak, la seconde guerre d'Irak, la troisième guerre d'Irak, les guerres de Libye. Et aller, j'ai pu aller, chose extraordinaire, des deux côtés. Mais maintenant, c'est fini, c'est terminé. Je ne vois vraiment pas comment on peut faire ça maintenant. Alors n'en voulez pas à ces reporters qui témoignent de l'horreur, mais de l'horreur que d'un camp. Oui, par contre, il y a un exemple qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est la guerre du Vietnam, que j'ai couvert pendant de longues années, de 1972 à 1975. C'est la chute de Saigon en 1975. Alors, moi, je n'ai absolument pas pu aller de l'autre côté, c'est-à-dire au Nord-Vietnam, chez les Nord-Vietnamiens. Et puis, je suis arrivé en 1972, c'était presque, je dis bien presque, le désengagement américain. Il n'y avait plus de bombardements sur la piste Ho Chi Minh, en tout cas, je n'en ai pas vu, etc., etc. Mais moi, alors, on nous dit partout que ça a été une horreur, peut-être, peut-être.
mais pas au moment où j'étais. Ça a été une horreur, certes, mais une horreur d'abandonner les Sud-Vietnamiens à leur sort. Ça, oui, ça a été une horreur. Ça a été une faute des États-Unis, épouvantable. Mais, alors je ne sais pas, je n'ai pas vu les bombardements et napalm, je n'en sais rien. Mais, moi, j'étais de tout cœur avec le Sud-Vietnam. Le Sud-Vietnam qui était terrorisé par l'avancée des communistes nord-vietnamiens. Voilà. Alors évidemment, je n'ai pas pu aller au Nord-Vietnam, excusez-moi. Je n'ai pas pu y aller parce qu'il fallait avoir sa carte du PC ou alors être avec un journal d'extrême gauche ou de gauche pour avoir des entrées au Nord-Vietnam. Non, moi j'étais un simple photographe. Je travaillais pour une agence de presse qui vendait des photos dans le monde entier. Je n'ai pas eu accès au Nord-Vietnam. Et donc, j'ai été impliqué, complètement impliqué, dans cette horreur qu'a été la guerre du Vietnam pour les Sud-Vietnamiens. Et j'ai souffert vraiment, vraiment, avec eux, de ce qui se passait. Et quand Saigon est tombé, eh bien, ça a été pour moi un désespoir, vraiment, un désespoir, de voir tous ces Sud-Vietnamiens qui s'en allaient à vallon, de voir tous ces Sud-Vietnamiens abandonnés par les États-Unis, qui n'en avaient rien à faire, rien, vraiment rien. Ça oui. Et alors, avec douleur, je suis retourné au Vietnam, il y a quelques mois, et figurez-vous que j'ai rencontré des gens qui m'ont décrit leur souffrance sous le régime communiste vietnamien. Encore maintenant. Donc finalement, je n'étais pas vraiment trompé. Et j'aimerais vous présenter aujourd'hui ce dernier reportage que j'ai fait sur la chute de Saigon avec un ami qui est disparu maintenant, François Darken. Et voilà, ce sont les dernières photos de la chute de Saigon. Les dernières photos, enfin, un mois avant la chute de Saigon, jusqu'à la chute, jusqu'à la fin. La fin, car les Américains avaient abandonné les Sud-Vietnamiens. Comme à leur habitude, d'ailleurs. Bon visionnage. Alors j'étais arrivé à Saigon un mois avant la chute, avec un camarade et ami, François Darken, qui lui en était à sa première expérience de reporter de guerre. Tous les deux, ensuite, nous avons partagé bien d'autres expériences ensemble. François a disparu il y a quelques mois. Bon, revenons à nos moutons. Nous sommes donc à la fin du mois de mars 1975. Fin du mois de mars 1975, donc un mois avant la chute de Saigon. Hue, la capitale impériale du Sud-Vietnam, vient de tomber dans les mains des divisions nord-vietnamiennes. Et surtout, Da Nang, la grande base de Da Nang qui avait été construite par les Américains et donnée aux Sud-Vietnamiens. La grande base de Da Nang
vient de tomber aux mains des troupes communistes. Tout le matériel qui pouvait se trouver sur cette base a été pris par le Nord-Vietnam. C'est une catastrophe, une véritable catastrophe pour l'armée sud-vietnamienne. Alors voilà, nous sommes à Son Loc, nous sommes à 60 km de Saigon. Cette petite ville est bombardée par l'artillerie nord-vietnamienne. Et la grande base de Bien Hoa tient encore. Les combats font rage. Moi, je suis blessé au bras. Les civils fuient. Les bombardements sont intenses. Les rangers vietnamiens tentent de contenir les Nord-Vietnamiens. La population a toujours le souvenir des massacres de Hue où des charniers ont été découverts. L'aviation sud-vietnamienne reprend l'air. Mais problème, il n'y a plus de bombes. Les munitions commencent à manquer. Mais il n'y a pas que les munitions qui manquent. L'essence se fait de plus en plus rare. Alors le 17 avril, une nouvelle terrible nous arrive. Phnom Penh, la capitale du Cambodge, est tombée aux mains des Khmers rouges. Là-bas, au Cambodge, commence l'épuration, puis le génocide de plus d'1 million de Cambodgiens. Le 21 avril 1975, le dernier verrou avant Saigon, tombe. Son Loc a été complètement écrasé par les obus. C'était la dernière position stratégique avant Saigon. Et la base de Bien Hoa, dernier verrou avant Saigon, est pilonnée. Désormais, rien, absolument rien, ne peut arrêter l'offensive communiste. Les Sud-Vietnamiens et des étrangers cherchent maintenant à être évacués. Des scènes de panique et de confusion ont lieu autour des hélicos. Alors le président de la République, en place depuis 10 ans, Thieu, démissionne. Personne, le 21 avril, ne prend sa place. Maintenant, tout le monde sait que sans intervention américaine, c'est fini. Sans intervention de la 7e flotte, c'est terminé. Alors à Washington, on envisage de créer un corridor humanitaire de Saigon à la mer, mais rien d'autre. C'est une proposition, elle n'est pas entérinée par le gouvernement américain. Alors dans la capitale, le couvre-feu a été décrété. Et Bien Hoa vient de tomber aux mains des communistes. La radio nord-vietnamienne émet ce communiqué des victoires. De Saigon, nous parvient la nouvelle des grandes victoires qui réjouit tous les cœurs. À 22h du 28 avril, les forces armées et la population de Bien Hoa se sont rendus totalement maîtres de la base militaire et du centre. Des réfugiés arrivent à prendre place dans des bateaux qui partent un peu plus au sud.
Le 26 avril 1975, des renforts de l'armée de Saigon sont envoyés sur la route entre Bien Hoa et Saigon pour essayer de contrer l'offensive des chars. Ils sont à 30 km de la capitale. Alors, sur cette route, il y a des combats. L'armée a pu faire reculer de quelques centaines de mètres les troupes nord-vietnamiennes. Et c'est ici que Michel Laurent et Christian Hoche vont être pris dans un combat. Michel Laurent fut tué, Christian Hoche blessé. Jean Lartégui, journaliste et écrivain, est arrivé à Saigon. Il raconte. J'ai donné quelques coups de téléphone en arrivant. J'ai appelé tel copain chinois de Cholon, tel copain vietnamien, et toujours la même réponse. Monsieur Pala, monsieur Pati, monsieur Voyage, monsieur Vacances. Ça veut dire qu'ils avaient foutu le camp. Donc les gens avisés déjà sentaient qu'il allait se passer quelque chose et que c'était perdu. Sur le pont de la rivière de Saigon, on se bat. Les réfugiés, sous le tir des divisions communistes, essayent de fuir. Fuir en direction de Saigon. C'est la panique, la fuite en avant. Nous avons maintenant la certitude que les Américains ne viendront pas. Déjà, beaucoup de Saïgonais tentent de partir. Les Américains sont embarqués avec des hélicoptères vers la 7e flotte. C'est fini. Les Américains, brusquement, ont donné le signal par le fameux mot de code, le vieux cantique de Noël, nous aurons un Noël blanc. Et à partir de ce moment-là, brusquement, tout s'est animé. Nous avons assisté à l'ambassade américaine, cette espèce de folie de gens qui voulaient se précipiter pour être enlevés dans une confusion extrême. On a vu par exemple l'ambassadeur d'Italie grimper un grillage pour arriver à se passer de l'autre côté. Ben, c'était insensé. Enfin, ce 28 avril, des roquettes tombent sur la capitale. Des incendies se déclarent. Toute la nuit, nous avons entendu des bruits d'hélicoptères. Nous repartons vers l'ambassade, et là, c'est le pillage. Partout dans Saigon, partout, les appartements, les locaux des conseillers américains se font piller. C'est la folie. C'est de la folie. Des scènes de pillage étonnantes, par exemple le McVie, vous voyez des gens avec des pousses, des simples pousses, entasser n'importe quoi, entasser des matelas, entasser des armoires en fer, puis les policiers s'y sont mis eux-mêmes, puis l'armée s'y sont mis eux-mêmes. Un policier vient vers moi, il veut me prendre mes Nikon, un de mes Nikon, je résiste, coup de crosse, mais j'arrive à garder mon boîtier. Je suis quand même complètement sonné. François m'accompagne à l'hôpital Graal. J'y reste environ 3 heures. Et pendant ce temps, François va faire ces photos que je trouve inoubliables. Elles représentent la fin de la guerre du Vietnam et la déconfiture américaine. 30 avril 1975. 7 heures du matin, nous partons à Tan Xuan Nuet. Tan Xuan Nuet, l'aéroport de Saigon. Il y a encore des combats là-bas. Ce sont les parachutistes vietnamiens qui résistent. Ils résistent, c'est le dernier combat.
10h37. Le président Min prend la parole. Il demande à l'armée d'arrêter tous les combats et de se rendre. Se rendre aux troupes nord-vietnamiennes. En quelques instants après cette déclaration, les paras foncent vers la ville, foncent vers Saigon, se déshabillent et se fondent dans la population. Et là, pour la première fois, nous apercevons les troupes du Nord-Vietnam. Peu de temps après, la radio communiste émet ce bulletin de victoire. Ici, la voix du Vietnam émettant de Hanoï, capitale de la République démocratique du Vietnam. La ville de Saigon, qui porte le glorieux nom de Ho Chi Minh, a été totalement libérée. Saigon va devenir Ho Chi Minh Ville. C'est terminé. La guerre du Vietnam vient de finir. Puis, lentement, la population vient au contact des Nord-Vietnamiens. Et doucement, le régime communiste commence à prendre place. Ces soldats du Nord sont éberlués par la richesse de Saigon. Ils seront bientôt remplacés par des troupes fraîches, mais encadrées par des commissaires politiques. Le premier geste du nouveau pouvoir est d'abattre la statue du combattant vietnamien. Et quelques jours plus tard, un lieutenant-colonel sud-vietnamien se suicide par les feux dans les débris de la statue. Le 15 mai 1975, des troupes fraîches venues du Nord-Vietnam défilent dans Saigon en vainqueurs. Les commissaires politiques divisent la ville en secteurs et l'épuration commence au Vietnam. Et petit à petit, on a senti ce système qui se fermait doucement, insensiblement. On a commencé à voir des gens qui étaient envoyés qui étaient recensés, envoyés dans des camps de rééducation pour 2 jours, 3 jours, 5 jours. En fait, ils ne réapparaissaient plus. Un de mes amis, porte-parole de l'armée sud-vietnamienne, que nous avions caché à l'hôpital Graal, qui a été obligé de partir car l'administration française n'a pas voulu le couvrir. Un de mes amis est parti en camp de rééducation, comme des centaines de milliers d'autres Vietnamiens. Voici son témoignage. Je me suis présenté pour 30 jours qui a duré 7 ans de ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait les camps de concentration, j'ai été déporté au Nord-Vietnam et c'est là que je suis resté jusqu'en 1982. Vous avez été déporté dans quelles conditions? C'est le train de l'enfer. On a été entassés dans les wagons à bestiaux, à 70-75 personnes avec tout notre barda. Ben, il y en a qui n'ont pas pu supporter. Beaucoup sont morts en cours de route parce que les wagons sont
fermé hermétiquement avec des planches de bois et puis cadenassé de l'extérieur. Ma mère était morte dans un camp de concentration. Bon, j'ai plus rien. Je suis complètement déraciné. Les Vietnamiens sont attachés au pays par la famille, les ancêtres. Merde. Et voilà, peu de temps après, nous avons été mis dans un avion américain, piloté par un Nord-Vietnamien, direction Vientiane, la capitale du Laos, le Laos qui avait été également pris par le Nord-Vietnam. Mais de Vientiane, nous avons pu rejoindre la Thaïlande et de Thaïlande, prendre un avion jusqu'à Paris, où nous allons pu ramener nos films et témoigner de ce que nous avions vu. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.